Bonsoir Camille Doriot. Bonsoir. Vous travaillez chez Foodwatch. On pourrait dire que vous êtes traqueur d'étiquettes. Vous passez votre temps à décrypter les emballages, à lire entre les lignes pour déjouer les pièges. Vous êtes donc l'invité idéal pour nous aider à y voir plus clair dans les rayons de supermarchés. Les Français n'en peuvent plus de se faire balader. Il y a ce sondage là qui vient d'être publié. 63% d'entre eux jugent que les étiquettes ne sont pas suffisamment claires et on les comprend. Alors aidez-nous à déjouer les arnaques. D'abord, lesquelles sont les plus courantes ? Le principe de base qu'on va trouver sur ces arnaques sur étiquette, ça va être de mettre quelque chose en avant sur le produit qui est, par exemple, soit pas du tout présent dans le produit, soit des fois totalement minoritaire dans le produit. C'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est vraiment une arnaque sur étiquette, c'est vraiment quelque chose que le marketing essaye de vendre le produit pour quelque chose qu'il n'est pas. Alors c'est quoi, par exemple ? Je pense au goût, aux arômes. On a sur le plateau une jolie boîte qui nous vend un surimi au goût frais de homard. Est-ce qu'il y a du homard dans ce paquet ? Il n'y a pas du tout de homard dans ce paquet, c'est incroyable, mais vrai. Ce produit ne contient pas du tout de homard. Comment c'est possible ? Les industriels jouent dans un flou et dans une zone grise en fait de la légalité. En fait, c'est une ruse légale, mais ruse légale ne veut pas dire légitime. Ça veut dire quoi, ruse légale ? On a le droit de dire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y en a pas ? En fait, c'est le goût frais de homard. C'est, par exemple, sur un produit comme celui-là, on pourrait très bien avoir un panel de consommateurs qui a trouvé que le produit avait un goût de homard et c'est suffisant pour le mettre sur le produit derrière. Même s'ils n'ont jamais mangé de homard. Exactement, par exemple. Est-ce qu'il y a des consommateurs qui sont, je ne sais pas moi, jugés pour cela régulièrement ? Des entreprises. Des industriels, pardon, oui. Eh bien non, parce que justement, comme on est dans un vide légal, on ne peut pas avoir on n'est pas sur de la tromperie, on est sur de l'arnaque, sur de l'étiquette, comme on le dénonce depuis de nombreuses années. Et donc, il n'y a pas de recours en justice derrière. Incroyable. Alors, peut-être une piste quand même pour être sûr que ce qu'on mange, c'est un aliment de qualité. C'est de sélectionner des produits labellisés. Vous savez, les fameux petits drapeaux bleu, blanc, rouge ou les macarons made in France, ça c'est bien ? Évidemment, c'est un autre piège parce que on le sait aussi, c'est quelque chose de très courant. Les Français veulent acheter du made in France. Oui. C'est quelque chose qui marche très bien. On est de plus en plus sur le manger local. Manger local, donc évidemment, ça attire énormément les industriels. Et en fait, la législation, encore une fois, est assez lâche sur le made in France. On va trouver souvent du cuisiné en France, du fabriqué en France. C'est exactement ce qu'il y a sur cette poêlée de légumes. Alors, dans cette poêlée de légumes, on peut lire que c'est cuisiné en France. Il y a une petite, on voit le petit hexagone en bas à gauche de votre écran. Et en fait, les ingrédients ne sont pas français obligatoirement. C'est pas obligatoirement. Ça veut dire que le produit est préparé en France, mais les ingrédients ne sont pas français. On trouve beaucoup de produits comme ça aujourd'hui dans le commerce. C'est ce qui passe pour les herbes de Provence, par exemple ? Par exemple, ou le melon charentais. Le fameux melon charentais qu'on voit actuellement, qui arrive actuellement dans les étals des supermarchés, ne vient pas de Charente. Il vient d'où ? Actuellement, il vient du Maroc, parce que c'est ce endroit où on peut faire pousser du melon aussitôt. Donc en gros, tout est bon pour entretenir le flou ? Tout est bon pour entretenir le flou, tout est bon pour vendre des produits et faire le maximum de marge, entre guillemets, parce que souvent, ce qu'on va retrouver chez les industriels, c'est la capacité, par exemple, à réduire les aliments les plus chers à l'intérieur des produits pour mettre des additifs ou des choses comme ça qui sont très peu chers et qui va permettre d'augmenter la marge sur le produit. Alors, pour améliorer la situation, rendre les étiquettes plus lisibles, il y a le fameux score. Nutri-Score, enfin le fameux code Nutri-Score, l'étiquette, l'étiquetage Nutri-Score. Oui. Ça, on peut s'y fier ? Alors ça, on peut s'y fier. Alors il faut s'y fier pour ce qu'il est capable de faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont dites autour du Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un calcul qui est scientifique, qui a été produit par des Français. C'est quelque chose de basé scientifique. On sait que c'est efficace. On sait que c'est efficace pour les consommateurs pour faire le choix. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Et ça permet en fait d'avoir une note sur la nutrition. Par exemple, ça ne va pas donner une note globale, c'est-à-dire qu'on sait que ce produit est plus ou moins bon pour la santé, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais par exemple, pour les additifs controversés, le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs à l'intérieur. Les pesticides, le glyphosate. Exactement. Ça, ce n'est pas pris à l'intérieur du Nutri-Score. Le Nutri-Score donne une note de A à E sur le produit et il permet surtout aux consommateurs de comparer les produits
les uns par rapport aux autres dans la même gamme de produits. Parce que le but, c'est pas de pouvoir comparer, je sais pas, du saumon avec un soda. Le but, c'est de pouvoir comparer les produits sur la même gamme pour pouvoir faire un choix quand on choisit par exemple son jus de fruits, de choisir celui qui est le moins sucré et pas celui qui est le plus sucré. Et alors, des associations de consommateurs viennent de lancer une pétition en ligne. Elles demandent à la Commission européenne bien que cet étiquetage Nutri-Score soit obligatoire. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est un peu laissé au choix, au bon vouloir des industriels. C'est ça. Le premier pas a été fait par la France, mais aussi par l'Espagne et la Belgique, qui mettent en place cet étiquetage sur base volontaire. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 100 entreprises quand même qui le font, mais il nous manque les plus grosses, évidemment, qui y vont vraiment à reculons et qui ont besoin d'y aller. C'est pour ça qu'on a besoin en fait, de passer au niveau européen, que ça soit autorisé, que ça soit obligatoire partout en Europe et que ça soit poussé par tous les citoyens. Et les citoyens doivent se mobiliser pour obtenir ce Nutri-Score. En gros, ce sont les citoyens qui peuvent faire bouger les choses là-dessus, Exactement. vous pensez ? On a besoin, le consommateur a un pouvoir très fort et si le consommateur est demandeur de ce type d'étiquetage, il l'obtiendra. En attendant, alors qu'est-ce qu'on peut faire nous pour manger mieux? Est-ce qu'il y a 2-3 conseils très concrets pour quand même déjouer les pièges? Alors, il faut ne pas se fier à ce qu'on voit. En fait, il ne faut pas se fier au premier regard à ce qu'il y a sur un produit. Donc la belle image de fruits, si on a envie de manger des fruits alors que c'est sur un paquet de céréales ou un paquet de gâteaux, il n'y a pas de fruits dedans. Je retourne le produit, je regarde la liste d'ingrédients, je vérifie que, entre guillemets, je suis conscient de ce que j'achète. Parce que ce n'est pas le packaging qui me donne ce qu'il y a dans le produit, c'est bien la liste d'ingrédients. Je regarde l'apport nutritionnel, je regarde la quantité de sucre du produit pour vérifier que je n'achète pas un produit qui est trop sucré. Maximum, qu'est-ce qu'on maximum, normalement, l'OMS aujourd'hui, c'est 50 grammes de sucre par jour. Un verre de jus de fruits, d'un verre de jus de fruits qu'on a l'habitude de boire tous les matins, des smoothies, ça peut être jusqu'à 10-11 grammes. D'accord, on va regarder justement sur le plateau, on a une bouteille de jus de fruits antioxydant, on nous dit qu'il n'y a absolument aucun sucre ajouté, jus de 6 fruits, donc là on se dit je vais boire et manger du coup plein de fruits. Et là, je regarde le taux de sucre, on a 22 grammes de sucre pour un verre là. Pour 200 millilitres. Pour un verre, un grand verre. Ça, c'est beaucoup trop de sucre. Ah, c'est trop de sucre. C'est sur un apport d'une journée. Sachant qu'on peut même en trouver dans la poêlée rustique qu'on a vue tout à l'heure, où on peut avoir une petite cuillère de sucre saupoudré. En fait, dans les légumes. Exactement. Donc la question, c'est compliqué pour le consommateur de se rendre compte, de faire tout le monde ne va pas se mettre à calculer la quantité de grammes de sucre qu'il ingère parce qu'il y en a partout. Et donc la question, c'est il faut que ça soit affiché plus clairement et que aussi les industriels arrêtent ces pratiques de mettre du sucre partout. Oui, parce que vous dites qu'il faut décrypter les étiquettes. C'est vrai que tout le monde n'a pas les compétences non plus pour décrypter les étiquettes. Moi, je ne connais pas tous les mots, tous les E. 170, voilà, qu'on va voir à l'écran. Alors, vous allez nous aider parce qu'on en a sélectionné quelques-uns qui nous apparaissent vraiment à proscrire. Est-ce que vous confirmez le E250, le nitrite de sodium? Ça, c'est quoi? C'est ce qui donne la belle couleur au jambon, c'est ça? La belle couleur au jambon, c'est un conservateur. On l'utilise, on le retrouve vraiment partout. On le retrouve dans la poêlée rustique qui est juste là, qui arrive à avoir beaucoup de choses dans le même produit. Ça, c'est inscrit sur l'étiquette? C'est inscrit sur l'étiquette, mais il faut savoir que c'est de l'E250. Et c'est marqué E250 derrière, c'est même pas marqué nitrite de sodium. On a vu aussi le E450, ça c'est du disphosphate. Pourquoi c'est mauvais? Où est-ce qu'on c'est pareil, en fait tous ces additifs que vous avez notés, ce sont des additifs qui sont en fait controversés, c'est-à-dire qu'il y a un avis des autorités de santé qui disent qu'il y a un risque potentiel. Et nous, à Foodwatch, quand il y a un risque potentiel, on dit stop, principe de précaution, il faut retirer ça de notre assiette. Et ça se retrouve agent de texture, ça veut dire autour, ça enrobe les aliments. Et on peut le faire. C'est possible, on l'a bien vu, là, on a réussi une belle victoire. Le E171, qui est le dioxyde de titane, va être retiré de l'alimentation en France. Et c'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter à celui-là. Et ça se retrouvait où, ce fameux dioxyde de titane que vous avez réussi à faire interdire? On le retrouvait sur des enrobages, comme les enrobages de M&M's, de bonbons comme ça, on le retrouvait beaucoup dans ces produits comme ça. Bon, très rapidement quand même, pour ceux qui veulent pas, qui sont un peu paresseux, qui ne veulent pas apprendre à décrypter une étiquette, est-ce que les applis, c'est totalement gadget ou ça peut aider? Non, ça peut aider. Les applis comme Yuka ou comme Open Food Facts, qui sont des très bonnes applis qui permettent de condenser, on va dire, les propos sont très intéressantes, mais le vrai problème, c'est qu'elles ne devraient même pas exister. Parce qu'en fait, les informations devraient être claires pour le consommateur directement sur l'étiquette. En attendant, en tout cas, on peut s'y fier aussi. Évidemment. Eh bien, merci Camille Doriot d'être venue sur notre plateau. Vous êtes tracker d'arnaque chez Foodwatch France. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la crise ouverte entre Pékin et Washington. Donald Trump accuse Huawei, le géant chinois des télécoms, d'espionnage. Réaction en cascade, Google vient d'annoncer qu'il coupait les ponts avec l'industriel chinois. C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump, Huawei, la Chine dans le viseur. Bonne émission.